Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Manuel Valls fait un pas vers les jeunes au lendemain des manifestations. Le Premier ministre s'est dit prêt à regarder les propositions des étudiants, mais il exclut toujours tout retrait du projet de loi travail, défendant son bilan le jour du de son deuxième anniversaire à Matignon. Fin de l'examen de la réforme pénale hier par le Sénat. Le vote solennel aura lieu mardi prochain. On fera le point dans un instant sur les modifications apportées par la Haute Assemblée qui a voulu muscler ce texte. Demain, journée mondiale de l'autisme. 650 000 personnes, dont 250 000 enfants, sont concernés en France. La France qui accuse un retard considérable en matière de prise en charge, même si certaines associations proposent des soins adaptés, mais aux frais des parents. Reportage et débat à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojek en direct de la salle des conférences. Le multiplex, c'est tout de suite. Le gouvernement est-il prêt à lâcher du lest sur la loi travail au lendemain des manifestations qui ont réuni des milliers de personnes, à la fois à Paris mais aussi en province? Manuel Valls se montre à l'écoute des organisations de jeunesse. Elles seront reçues dans les prochains jours. On écoute tout de suite le Premier ministre. Alors, on écoutera peut-être un peu plus tard Manuel Valls. On va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences avec Marie-Noëlle Lienemann. Saveria, bonjour. Alors, quelle réaction de la sénatrice socialiste de Paris après cette annonce de Manuel Valls? Marie-Noëlle Lienemann, Manuel, c'est donc un pas vers les jeunes, vers les étudiants. Est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que c'est un bon signe? Ou le gouvernement ne va pas assez loin? C'est pas encore assez loin? Non, je pense que c'est un bon signe d'aller dialoguer avec les étudiants. On voit bien qu'il y a un profond malaise de la jeunesse et qu'il est nécessaire qu'il y ait des politiques publiques qui répondent à leurs attentes. Néanmoins, ce n'est pas ça qui va compenser la menace que fait peser sur notre modèle social, sur la précarité, sur les contrats de travail, la loi El Khomri. Donc on ne peut pas mettre des sparadraps en périphérie de cette loi qui touche au cœur de notre modèle social pour imaginer pouvoir se dispenser de sa remise en cause. Et puis par ailleurs, Manuel Valls reste ferme, pas de retrait du texte, il l'a dit clairement, en direction de l'UNEF, que ce retrait n'aurait pas de sens. Du sens, ça en aurait, puisqu'on voit bien que le malaise est tel et que les propositions déstabilisent tellement notre système qu'on essaie de mettre des cautères sur une jambe de bois. Bon, ces cautères peuvent être utiles, mais elles n'empêchent pas que la crise qu'indique cette volonté de retrait n'est pas que périphérique. Elle touche, est-ce qu'on veut accentuer les licenciements pour embaucher? Est-ce qu'on veut changer la hiérarchie des normes pour faire du dumping social en France? Et ça, quoi qu'on dise pour les autres politiques, cette question-là n'est pas acceptable. Après l'importante journée hier de mobilisation, il y a 2 nouvelles journées qui sont prévues. Que doit faire le président Hollande? Est-ce qu'il doit reculer? Moi, je pense qu'il faut arrêter de poser des questions comme étant que des questions tactiques. Est-ce qu'il doit reculer ou pas? C'est mauvais pour le pays. Ça déstabilise notre modèle social, ça ne réglera pas les problèmes d'emploi. On entend bien sûr votre réaction, mais ça paraît tellement inenvisageable que le président recule après, justement, on va reculer sur les déchéances. Parce qu'on privilégie les petits jeux politiques par rapport à l'intérêt du pays. Bon, donc quel sens ça a de persévérer dans une mauvaise direction refusée par les Français? Parce qu'on peut toujours faire passer par le 49.3 des lois. Mais après, le mécontentement, les conséquences négatives, elles vont avoir un impact politique. Donc c'est des choses à courte vue. Un mot sur le Premier ministre Manuel Valls, faites ses 2 ans à Matignon. Quel bilan tirez-vous de son action? Je viens de sortir un livre qui s'appelle « Merci pour ce changement », sur lequel je mène un réquisitoire assez dur du quinquennat et en particulier de ces 2 dernières années. Bon, déjà, quand Manuel Valls est arrivé, il faut se rappeler que bon nombre de députés socialistes n'ont pas voulu lui voter un accord, une confiance, parce que les choix stratégiques qu'il nous proposait nous paraissaient mauvais. Force est de constater que le bilan conforte cette analyse. Le recul des chiffres de l'emploi, difficulté de pouvoir d'achat. On
n'a pas renoué avec la croissance, plus des crises nouvelles, le débat sur la déchéance, des tensions permanentes aussi. Très bien. Un mot très rapidement, Marie-Noëlle Lienemann. Ce matin, François Fillon a qualifié Manuel Valls, après les attaques de Manuel Valls contre la droite sénatoriale, de petit manœuvrier sans envergure. Est-ce que c'est des propos que vous pourriez reprendre? Non, parce que je trouve qu'il faut avoir les débats au fond. Et personne ne s'honore à attaquer sur des petites phrases, alors qu'on sait que, par exemple, M. Fillon était pour la déchéance de nationalité pour les binationaux. Pour ma part, j'ai toujours été contre. Je pense qu'on s'était engagé dans une mauvaise voie et tant mieux qu'on l'ait abandonné. Mais ce n'est pas M. Fillon de donner des leçons. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Lienemann, d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup, Saveria. Manuel Valls fête aujourd'hui son 2e anniversaire à Matignon. Alors que certaines rumeurs le disent partant, le Premier ministre a défendu son bilan, soulignant ce qu'il savait, ce qu'il avait fait. Retour sur ses 2 ans à la tête de l'exécutif avec Mounir Soussi. Quand il arrive à Matignon avec une cote de popularité qui flirte avec les 60%, l'ancien Premier flic de France ouvre plusieurs fronts. Manuel Valls remet de l'ordre dans une équipe gouvernementale plombée par les couacs à répétition. Sa nomination provoque le départ des écologistes et permet une clarification sur la ligne économique avec le lancement du pacte de responsabilité. Et moi, j'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise. Une immense. Le tournant social-libéral est assumé et apprécié par le patronat, mais ce discours passe beaucoup moins bien auprès des parlementaires et de certains de ses collègues. Arnaud Montebourg, Aurélie Filippetti et Benoît Hamon démissionnent. L'aile gauche hors du gouvernement, la fronde couve à l'Assemblée et éclatera au grand jour au moment du vote de la loi Macron. Le Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui m'a autorisé à engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi croissance et activité, conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Un passage en force qui divise la majorité. Les attentats de janvier auront pour effet de resserrer les rangs et de sceller une unité nationale pendant quelques semaines. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. Le 13 novembre, le terrorisme frappe à nouveau. François Hollande s'engage sur une réforme de la Constitution que Manuel Valls va porter devant le Parlement. Pendant 4 mois, la déchéance de nationalité empoisonne le débat avant d'être abandonnée par le président de la République. Ce retrait laisse des traces sur la popularité du couple exécutif. Manuel Valls rejoint François Hollande sous la barre des 30% d'opinion favorable et c'est avec ce crédit qu'il doit mener la réforme du Code du travail, un dossier qui a réussi à pousser la jeunesse dans la rue aux côtés des syndicats. Hervé Mariton, candidat à la primaire de la droite, était l'invité de notre émission Parlement Hebdo. Il est revenu sur l'échec de la révision constitutionnelle, dû selon lui autant à Nicolas Sarkozy qu'à François Hollande. On l'écoute. Donc la révision de la Constitution pour l'état d'urgence n'était pas utile. La déchéance de nationalité, c'est une très mauvaise mesure. C'est en plus l'exemple même du symbole pour rien. Et Nicolas Sarkozy, qui a beaucoup soutenu cette mesure en disant il faut des symboles, a eu tort aussi. Parce qu'un symbole qui n'embraye sur aucune réalité concrète, un symbole qui n'embraye sur aucun progrès tangible dans la lutte contre le terrorisme, et c'est le cas de cette mesure qui est de la com, la déchéance de nationalité, alors le symbole à un moment s'effondre sur lui-même. Donc c'est l'échec de François Hollande et Nicolas Sarkozy, alors si on vous entend bien. Oui, parce que cette mesure a été portée par ceux qui ont voulu faire de la com comme François Hollande, sur un sujet aussi considérable Et comme tragique, Nicolas Sarkozy. et ceux qui n'ont pas osé dire la vérité. Et signe de la tension entre la droite sénatoriale et Manuel Valls, la séance de questions d'actualité au gouvernement hier a été particulièrement animée. Retour sur cette séance avec Stéphane Amalian. Gérard Larcher, maître des débats et du chronomètre. Je lutte contre le temps cet après-midi. Le président du Sénat gère les prises de parole des sénateurs et des ministres. Pour vous répondre, la parole est à monsieur Macron. En 2 minutes, monsieur Macron. Il n'y a plus de TVA là. Monsieur le Premier ministre. Non mais, c'est une recommandation. Faire respecter le temps de parole jusqu'à couper le micro d'une sénatrice, comme hier pendant la séance des questions d'actualité au gouvernement. Pouvez-vous nous préciser, Madame la Ministre? C'est comme ça. Il y a un moment, il faut que l'égalité soit assurée entre tous les sénateurs. Merci. La scène a fait vivement réagir Luc Carvounas, qui accuse Gérard Larcher de partialité. Il tire à boulet rouge sur le président du Sénat. D'ailleurs, Gérard Larcher, hier, était extrêmement virulent à couper le micro de tout le monde. Donc, c'est pas non plus ma conception de l'animation de l'hémicycle. Gérard Larcher coupe plus vite le micro quand il s'agit d'un orateur de gauche que de droite.
Des critiques dans un contexte particulier, celui de l'échec de la révision constitutionnelle où droite et gauche se rejettent mutuellement la responsabilité. Je vous le disais en titre, le Sénat a achevé hier l'examen du projet de loi Urvoas de réforme pénale, un texte que la droite sénatoriale a voulu muscler, notamment sur la question de la perpétuité réelle. Retour sur les principales modifications apportées par les sénateurs dans une ambiance électrique avec Faustine Saint-Geniès. Quand les bisbilles politiques s'invitent dans la lutte contre le terrorisme. Acte 1 hier après-midi lors des questions d'actualité. Manuel Valls tense le président de la commission des lois du Sénat, accusé d'avoir contribué à l'échec de la révision constitutionnelle. Monsieur Bas et Monsieur Mercier, je vous rappelle que sur les textes du gouvernement, c'est la majorité à l'Assemblée nationale qui a le dernier mot sur ce sujet-là. Acte 2 et réponse de Philippe Bas 1 heure plus tard, lors de la reprise des débats sur le projet de loi lutte contre le terrorisme. Dans ces conditions, je me demande maintenant s'il est réellement utile de continuer à débattre de ce texte. Je vous demande une suspension de séance. Bien, merci Monsieur le Président. Troisième et dernier acte, le Sénat à majorité de droite et du centre termine l'examen et durcit le texte issu de l'Assemblée. Parmi les mesures emblématiques voulues par les Républicains, la fameuse perpétuité réelle, qui est en fait un allongement de la période de sûreté à 30 ans. Nous irons aussi loin que le permet la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme. Autre modification controversée, la création de nouveaux délits, le délit de consultation de sites terroristes, puni de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, et le délit de séjour sur un théâtre d'opérations terroristes. Certains socialistes regrettent une surenchère sécuritaire. Là, je pense qu'on n'est pas du tout dans un pragmatisme, on est dans un affichage. Comment est-ce que la justice arrivera à assimiler et à utiliser tous les délits, toutes les infractions nouvelles que vous essayez de mettre en œuvre. Un texte crucial pour le gouvernement alors que l'état d'urgence arrive à échéance le 26 mai prochain. Et à noter que les sénateurs ont aussi adopté un amendement qui double les peines prévues en cas de prise illégale d'intérêt dans le domaine de la santé. C'est une réponse au faux témoignage du professeur Aubier qui avait caché ses liens avec Total devant la commission d'enquête sénatoriale sur le coût économique de la pollution de l'air. Après le feu vert de la justice belge, l'extradition de Salah Abdeslam vers la France devrait intervenir sous une dizaine de jours. Un transfert qui se fera sous haute sécurité. Nous vous en parlions hier, le Sénat a rejeté une proposition de loi modifiant les règles de l'élection présidentielle. Un texte dans lequel figurent pourtant des mesures très attendues pour plus de transparence dans les sondages. Il y a 5 ans, de telles dispositions avaient déjà été adoptées par les sénateurs, mais faute d'accord politique, étaient restées sans suite. Jordan Klein. L'histoire commence en 2011 quand Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli font voter une proposition de loi à l'unanimité au Sénat. Sous Nicolas Sarkozy, le texte ne terminera jamais son parcours législatif, bis repetita sous François Hollande. La proposition de loi se transforme alors en amendement intégré à la réforme de l'élection présidentielle, examinée en ce moment par le Parlement. Ceux qui gouvernent, qu'ils soient de gauche ou de droite, à partir du moment où ils sont au pouvoir, ils n'ont plus du tout envie qu'on réglemente les sondages. Parce qu'ils sont trop liés avec les instituts, ils les font trop vivre avec leurs moyens gouvernementaux, et voire même illégalement, parfois de temps en temps pour certains d'eux, pour que, eh bien, on ose toucher au magot des instituts de sondage. L'amendement adopté une nouvelle fois au Sénat repasse mardi en commission à l'Assemblée nationale. Pour les instituts de sondage, la plupart des propositions faites sont déjà mises en œuvre aujourd'hui, notamment la marge d'erreur. Principal point d'achoppement, le texte prévoit que les sondeurs publient leur méthode précise d'élaboration des enquêtes, totalement inconcevable pour eux. Pour Jean-Pierre Sueur, il est urgent de le faire adopter et il met directement en cause le garde des Sceaux dans l'hémicycle. Il est profondément anormal, je vous le dis. Vous avez exercé les fonctions de président de la commission des lois, vous êtes maintenant ministre, qu'une proposition de loi sur un sujet aussi important ne soit jamais, en 5 années, inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Pour les auteurs du texte, il est impensable que la loi sur les sondages ne soit pas revue avant la prochaine élection présidentielle. Durant cette période, c'est jusqu'à 5 enquêtes qui sont publiées chaque jour. La journée mondiale de l'autisme aura lieu demain, alors qu'en France, un 3e plan autisme est en place depuis 2013. La France est à la traîne en matière de prise en charge des enfants et des adultes, même s'il existe des associations spécialisées qui les accueillent. Mais elles sont encore trop peu nombreuses et manquent de moyens. Voyez ce reportage de Mounir Soussi. Je m'appelle Samy. Pourquoi tu es triste? Parce que dans mon pays, La France,
Toutes les portes sont fermées aux autistes. L'école. La musique. Le sport. Ce constat dressé depuis des années par les associations pénalise les 600 000 personnes atteintes d'autisme. Le manque de place pour l'accueil en milieu scolaire, pourtant obligatoire et criant. Seulement 20% des enfants fréquentent les bancs de l'école. Pourtant, un troisième plan autisme est entré en vigueur en 2013. Pour les médecins qui traitent cette pathologie, l'urgence est de renforcer les effectifs d'accompagnement. Ce qui est important à faire aujourd'hui, c'est justement de rattraper ce retard, surtout au niveau des prises en charge, avec des formations spécifiques, avec des structures spécialisées. Des établissements comme cette association située dans les locaux de la mairie du 20e arrondissement de Paris. Cette prise en charge a un coût. En moyenne, les dépenses des parents d'enfants autistes s'élèvent à 3 000 € par mois pour assurer tous les soins et l'encadrement. Et les professionnels qui travaillent dans nos locaux sont rémunérés par les familles. Donc l'État prend en charge la moitié environ de ce qui est nécessaire pour financer une telle prise en charge. Voilà, c'est les associations en France qui prennent le relais. Qu'est-ce que tu vas faire alors aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait de la musique. Ouais, avec qui? Avec mes amis de Béaba et Eva aussi. Ouais. Ici, l'accent est mis sur la stimulation et l'éveil des enfants. Ils sont assez réceptifs à la musique et puis ça permet de travailler d'autres choses à travers la musique, le chemin corporel, le faire ensemble, l'imitation, etc. Des activités difficiles d'accès, l'association peut accueillir seulement une quinzaine d'enfants. La mairie de Paris a promis que d'ici 2020, 568 places de ce type seront disponibles dans la capitale. Et on ouvre le débat avec mes invités aujourd'hui sur ce plateau. Hugo Oriot, bonjour. Vous êtes écrivain, comédien, auteur du livre L'Empereur c'est moi aux éditions L'Iconoclaste. Et vous-même, vous êtes un ancien autiste, on le précise pour les téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Face à vous, Florent Chapelle, bonjour. Vous êtes porte-parole du collectif Autisme, co-auteur de ce livre Autisme, la grande enquête aux éditions Les Arènes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question pour vous. Vous êtes parent vous-même d'un enfant autiste qui est pris en charge par l'association qu'on a vu dans le reportage de Mounir Souci. La difficulté, on l'a dit, c'est qu'elle ne peut accueillir que 15 enfants, mais on rappelle quand même que son travail est très précieux. Ça permet aux enfants, aux jeunes de se transformer. C'est indispensable quand même ce genre de structure, même si elles restent peu nombreuses. Elles sont indispensables parce que l'État est déficient. Donc en fait, ces petites structures, elles se créent. Vous voyez, il n'y a pas ça dans le cancer ou il n'y a pas ça dans le diabète. Vous allez à l'hôpital, vous êtes soigné. Dans l'autisme, si vous allez à l'hôpital, c'est l'enfer. Vous allez finir, et je vais l'expliquer tout à l'heure, finalement enfermé le restant de vos jours. Donc vous fuyez l'hôpital. C'est quand même la seule pathologie où les parents et leurs enfants fuient l'hôpital qui devrait normalement les protéger et les soigner. Et je vais expliquer pourquoi. Comment ça s'est passé pour vous, Hugo Oriot, quand vous étiez enfant? Est-ce que vous avez pu avoir accès à ce type d'association? Est-ce que vous avez été scolarisé? Est-ce que vous avez été pris en charge finalement? Alors déjà, je me permets de corriger votre présentation, c'est-à-dire qu'ancien autiste, ça n'existe pas, c'est autiste tout simplement parce que l'autisme ne s'en va jamais. Quant à moi, j'ai toujours eu la chance de passer en dehors des mailles du filet de l'institution parce que ma mère s'est toujours battue pour que je sois inclus en milieu ordinaire. Et évidemment, à cette époque-là, les prises en charge existaient encore moins qu'à l'époque et c'était un enfermement en hôpital psychiatrique programmé d'avance. Je suis d'ailleurs extrêmement surpris quand je vois aujourd'hui, enfin pas plus tard que la semaine dernière, que la ministre de la Santé Marisol Touraine affirme au micro de RMC que les prises en charge des autistes seraient remboursées à 100%, alors que contrairement à ce qu'on a vu dans ce reportage, ce n'est pas vrai. Je suis encore plus surpris quand je vois que le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale continuent en 2016 et 2015 de parrainer des colloques où sont invités des soi-disant spécialistes de l'autisme qui ne font que prôner des méthodes psychanalytiques qui ont été désavouées par l'HS en 2012. Donc cela, pour moi, traduit peut-être un manque de volonté politique sur le terrain. C'est vrai que ce que vient de souligner Hugo Oriot, il y a cette problématique de la prise en charge des soins. Ça coûte extrêmement cher aux parents et notamment une lettre a été adressée à François Hollande pour demander la prise en charge des soins, notamment les soins libéraux en fait. Bien sûr, oui, tout à fait, parce que en fait, il faut juste expliquer aux auditeurs, téléspectateurs, qu'il y a une erreur médicale qui a été commise par le corps médical français il y a 50 ans et on vit toujours sur cette erreur médicale. Alors c'est très simple. Si je vous dis qu'un aveugle a forcément besoin d'une canne,
un autiste a besoin d'un accompagnement adapté. Si je vous dis qu'un aveugle, s'il ne voit pas, c'est parce que c'est sa maman qui ne l'aime pas, vous me direz que je suis idiot. Si un aveugle est aveugle, c'est parce qu'il a un trouble de la cornée. Eh bien c'est pareil, un autiste a un trouble neurodéveloppemental, une partie du cerveau qui dysfonctionne. Et donc l'autiste n'a pas de problème de relation avec la mère, n'a pas de problème avec, il a un problème de relation avec l'entourage de fait, mais il est d'abord biologique, il est d'abord mécanique, et ensuite ça crée un trouble avec son entourage. Mais c'est pas un problème de la relation fusionnelle ou que sais-je. Et c'est cette erreur médicale, cette idée fausse que les professionnels, les psychiatres français se sont mis en tête il y a 50 ans et n'en démordent pas aujourd'hui. Et au cours de colloques, toutes les formations portent encore sur cette mère frigidaire, cette mère qui brime son enfant, voire qui le viole dans son ventre. C'est un délire absolu et on vit encore dedans aujourd'hui. 80% des formations sont encore d'obédience psychanalytique. Comment vous l'expliquez, ça, que la France n'ait pas pris conscience de ces... Je pense que c'est tout simplement une histoire de gros sous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en tant que personne autiste en pleine possession de ses moyens, de ses capacités de discernement, je me joins pleinement à l'appel du collectif Autisme qui a été initié à appeler la Cour des comptes, à aller s'occuper de ces affaires et de regarder très clairement quels sont les fonds qui sont alloués aux organismes publics qui ne respectent pas les recommandations en vigueur dans la communauté scientifique internationale et de la Haute Autorité de Santé. Ça a été rappelé aussi par Hugo Oriot, le rôle crucial des parents. Vous disiez que votre maman s'était battue pour vous, Hugo Oriot. C'est vrai que c'est un parcours du combattant. Pour les parents, ils ne sont pas suffisamment aidés, épaulés dans leur démarche quand ils sont parents d'enfants autistes. Alors non, pas du tout. Je vais reprendre au départ. Quand l'enfant naît, dans les premières années, l'autisme est souvent visible très tôt, à 1 an, 2 ans. Aux États-Unis, on dépiste à 6 mois. En France, la moyenne, c'est 7 ans. C'est-à-dire pendant 7 longues années. Et les 7 premières années de l'enfant sont très importantes. Si je suis sur le chiffre 7, c'est que le développement cérébral se fait vraiment, il y a une grande plasticité jusqu'à 7 ans. Après, tout est un peu figé. Si vous prenez un enfant, vous le mettez dans le placard, vous le ressortez au bout de 7 ans, il est très handicapé. Et ben nous, c'est un peu pareil. Si vous prenez un enfant, vous ne le dépistez pas, pour 1000 raisons. Les psychanalystes parlent de nihilisme diagnostique, ils disent qu'il faut nier le diagnostic pour éviter que le diagnostic s'installe. Donc ils disent qu'il ne faut pas parler d'autisme, comme ça au moins l'enfant ne le sera jamais. C'est comme si je vous disais, je ne parlerai pas de diabète, comme ça l'enfant n'aura pas de diabète. C'est absurde. D'ailleurs, il y a un droit, c'est la loi Kouchner de 2002 qui dit que les gens ont le droit au diagnostic. Et avec un bon diagnostic posé, on peut avoir un bon accompagnement. Donc d'abord, le diagnostic est nié, très tardif, et ensuite on se retrouve à l'hôpital, sans diagnostic ou avec un diagnostic partiel. Et là, l'hôpital psychiatrique aujourd'hui ne propose pas, propose du soin, propose du médicament, propose de la camisole, mais propose absolument pas les méthodes recommandées par la Haute Autorité de Santé et déployées dans le monde entier. Ces méthodes qui sont bienveillante et efficace. La France a été d'ailleurs condamnée par l'ONU qui a sorti récemment un communiqué pour la journée mondiale de l'autisme appelant la France dans un développement durable à cesser toute discrimination à l'égard des autistes qui sont discriminés dès le début puisque les portes de l'école leur sont interdites. Justement, c'était rappelé que 20% des enfants scolarisés alors que c'est obligatoire là aussi. Voilà, c'est obligatoire. Et scolarisés en partie, parce qu'il y a des enfants qui vont 1 heure. On parle de les enlève ridicules et quand vous allez au collège, ils sont à peut-être 1%, au lycée, il n'y en a pas du tout. Et alors que, contrairement dans tous les autres pays en Europe, où on a passé la période de la psychanalyse n'influence plus le corps psychiatrique, les enfants autistes sont scolarisés entre 80 à 100%, que ce soit en Italie, en Angleterre ou outre-Atlantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enfants autistes en France seraient donc moins capables d'aller à l'école qu'ailleurs? Non, moi je crois que c'est plutôt notre système qui n'est pas apte à les accueillir et qui doit se réformer. Comment on peut faire bouger les choses, Hugo Oriot? Après, je vous donnerai la parole. Florent Chapelle, on voit qu'il y a eu ce 3e plan autiste. Les plans autisme ne suffisent pas, c'est-à-dire que les plans autisme s'évertuent toujours à créer des places, alors qu'il faut parler d'ouvrir le milieu ordinaire. Et pour que les choses bougent, je vois qu'une seule solution, c'est de taper sur le portefeuille. Et c'est pourquoi je me joins totalement à cet appel de mandater la Cour des comptes pour voir où sont les 2 milliards d'euros annuels qui sont alloués à des prises en charge qui ne sont pas adaptées et les réaffecter au profit d'un programme éducatif et inclusif. Oui, il faudrait également former plus de personnes aux méthodes éducatives. Il y a quelques facultés vertueuses, il y a Paris Descartes qui forme bien, mais à côté, il y a Paris Diderot qui continue avec de la psychanalyse pure et dure, 100% psychanalyse dans son programme de formation sur l'autisme. Enfin, c'est dingue. Dans d'autres pathologies, imaginez que la psychanalyse soit utilisée dans le cancer ou le diabète. On aurait depuis très longtemps attaqué les professionnels. Mais nous, c'est exactement pareil. C'est aussi stupide. On a séparé, en 1905, on a séparé l'Église de l'État. Il faut séparer la psychanalyse de l'hôpital public.
Hugo Oriot, donc vous le disiez, vous avez pu être scolarisé. On voyait aussi dans cette structure de jeunes adolescents qui vont jusqu'à 16-17 ans, parfois 18 ans. Comment ça se passe pour la prise en charge après quand on est un jeune adulte autiste? Les structures sont aussi peu nombreuses. Je n'ai jamais eu affaire à des structures. C'est-à-dire que moi, mon parcours a toujours été, et comme l'est le cas de beaucoup de personnes de ma génération qui sont dans le spectre autistique, c'est-à-dire qu'on est passé au travers des mailles du filet et que pour certains d'entre nous, les plus chanceux, qui avaient des parents qui pouvaient trouver le temps, ou qui avaient l'instinct, ou des fois aussi les moyens de pouvoir s'occuper de nous, de lâcher beaucoup de choses pour s'occuper de nous, on a pu arriver, mais on est plus qu'on ne croit à vivre finalement dans la société. Enfin, c'est possible, mais le problème, c'est que l'institution n'aide pas à ça, et au contraire a tendance à enfermer les autistes, et qu'aujourd'hui un autiste a tout à faire en France, sauf avoir affaire aux institutions. Il doit vivre quelque part caché. Moi, j'ai caché mon autisme pendant 15 ans de ma vie, une fois que je suis devenu insoupçonnable. Florent Chapelle, on est ici au Sénat, on sait que les parlementaires se mobilisent parfois. Est-ce que vous auriez un message à leur faire passer? On sait qu'il y a eu des journées, des rencontres parlementaires, ça ne suffit pas? Il y en a déjà eu deux à l'Assemblée nationale. J'espère qu'il y en aura. J'appelle à ce qu'il y en ait au Sénat prochainement. Monsieur Millon, Madame Létard, il faut absolument qu'ils organisent, parce qu'il faut qu'on discute avec les parlementaires. Quand on leur raconte ce qui se passe, ils découvrent parfois certaines choses qu'ils ne savent pas. Alors, oui, les rapports sont importants, mais à un moment donné, il faudrait aussi que les parlementaires durcissent un peu le ton. Moi, j'ai demandé une commission d'enquête parlementaire qu'on n'a pas obtenue l'année dernière. Vraiment, je le demande de mes voeux. Il faut avoir faut rentrer vraiment dans les hôpitaux, il faut casser les codes, il faut ouvrir les tiroirs et à un moment donné regarder, parce que ce sont des milliards, mais ce sont aussi des personnes enfermées à vie. On a un triste record. Si vous regardez le rapport de 2011 de l'IGAS sur les accidents en hôpitaux psychiatriques, vous découvrez, je crois, l'annexe 16, qui est édifiant, qui dit que 60% des personnes enfermées en séjour long de plus de 30 jours sont le fait d'autistes. Ça veut dire qu'en fait, si vous prenez la somme de toutes les personnes enfermées pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, en fait, ce sont essentiellement des autistes. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été dépistés, ils n'ont pas été pris en charge. Et donc après, c'est le mur. Parce qu'un autiste bien pris en charge, il finit comme Hugo. Un autiste mal pris en charge, il finit attaché à son lit. Sur ce constat très triste, c'est vrai qu'il faudrait peut-être une commission d'enquête, que les parlementaires ouvrent les yeux sur ce qui se passe dans nos hôpitaux. Il faut une commission d'enquête. Il faut absolument que, plutôt que de faire des plans autisme successifs qui sont juste de la politique de la rustine, il faut s'occuper d'aller voir où sont déployés les budgets qui sont actuellement déployés à hauteur de 2 milliards d'euros et voir comment les transférer, et les transférer immédiatement vers des structures qui appliquent des programmes adaptés, vers l'éducation nationale, afin que l'école puisse être formée avec des enseignements formés ou des aides, des auxiliaires de vie scolaire, pour les former, pour cesser de précariser ce statut, pour avoir une école enfin inclusive, comme c'est le cas dans l'Europe et aux États-Unis et au Canada. On parlait de ce cri d'alerte lancé à François Hollande sur cette demande, entre autres, de prise en charge et bien aussi de changer peut-être le regard sur l'autisme. Est-ce que vous avez une réponse ou de l'Élysée ou du ministère de la Santé? Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de réponses à nos appels, mais j'ai vu hier la ministre en charge du handicap et elle semblait quand même assez convaincue qu'il allait falloir passer à une étape plus radicale, plus dure. Elle a demandé à ce que l'ICAS se mobilise un cran au-dessus. En ce moment, ils sont en train de faire une inspection des centres de ressources autisme. C'est le dispositif qui permet, c'est le maillage territorial régional qui permet de dépister l'autisme au plus près. Je rappelle qu'il est présidé par un psychanalyste. Eh oui. Donc, ils sont en train de découvrir des horreurs. Ils sont en train d'ouvrir les placards de ces institutions. Moi, je pense qu'il faut carrément demain passer à quelque chose de plus radical et condamner les professionnels qui refusent les prises en charge adaptées. Absolument, parce que on arrive au terme de ce débat, oui, peut-être aussi un mot sur l'aspect peut-être de ce maillage territorial avec des inégalités énormes. Ah oui, il y a des inégalités énormes parce que, si vous voulez, les bonnes initiatives sont souvent l'œuvre de bonne volonté personnelle sur le terrain qui doivent se battre contre un lobby très bien financé, et donc c'est pour ça que c'est difficile, que les bonnes pratiques en France se trouvent seulement à être finalement marginalisées, et que dans l'ensemble on assiste en général à un internement psychiatrique total des autistes. Moi, tous les matins, quand je connais cette statistique récemment publiée de l'IGAS, comme quoi 60% des personnes en séjour long en hôpital psychiatrique seraient des autistes, je suis très content de me lever tous les matins en me disant ouf, je ne suis pas une statistique. Tu es passé au travers des mailles du filet. Merci beaucoup Hugo Oriot, merci Florent Chapelle, merci à tous les deux pour ces témoignages, en espérant que ça fera un peu bouger les choses. Retour à présent sur les temps forts des travaux parlementaires préparés cette semaine par Jason Vils.
En matière de lutte contre le terrorisme, ce projet de loi nous permet de poursuivre l'échange entamé dans cet hémicycle, à l'occasion de la proposition de loi dont Philippe Bas était le premier signataire et que Michel Mercier avait rapporté le 2 février dernier, et puis devant votre commission des lois la semaine dernière. Ces échanges, me semble-t-il, ont bien balisé notre progression, et je crois que nous sommes déjà d'accord sur bien des points, par exemple sur la question des perquisitions de nuit, sur la question du suivi socio-judiciaire en cas de condamnation pour terrorisme ou sur la captation de données informatiques. Pour tout dire, il me semble que sur les 102 articles que ce texte compte maintenant, puisqu'il n'a fait que croître et embellir au fur et à mesure des discussions parlementaires, puisque le projet initial du gouvernement comptait 34 articles. Il en a aujourd'hui 102. Sur ces 102 articles, il me semble qu'il n'y a plus guère que 6 articles, monsieur le rapporteur, je parle sous votre contrôle, 6 articles sur lesquels nous avons, à ce stade, des divergences que je vais qualifier de principe. Ma proposition de porter à 50 ans ou à 40 ans, contre 30 actuellement, c'est sur les 2 sous-amendements que je tente de défendre avec succès devant vous, la durée minimum d'incarcération avant tout réexamen de la peine n'est pas contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, dans plusieurs arrêts successifs, la CEDH a rappelé que les questions relatives au caractère juste et proportionné de la peine, et quand on tue 150 personnes, ça me paraît assez proportionné, donnent matière à débat rationnel et à des désaccords courtois. Elle reconnaît aux États membres, et ça, monsieur le rapporteur, c'est un langage qui devrait vous plaire, elle reconnaît aux États membres une marge d'appréciation pour déterminer la durée adéquate des peines d'emprisonnement. Elle accorde aux États une liberté de choisir le moment où il convient de procéder au réexamen de la peine. Donc naturellement, mes chers collègues, si vous décidez que la peine sera réexaminée au bout de 40 ans ou au bout de 50, vous n'êtes pas en contradiction avec la Cour européenne des droits de l'homme. Là aujourd'hui, moi ce qui heurterait mes convictions, c'est que les milliers et les milliers, parce que tout à l'heure j'ai parlé de crimes contre l'humanité, ce n'est pas par hasard, c'est une réalité. Et je pense que si demain matin, en lisant la presse, nos concitoyens et les milliers de familles martyrs découvrent que nous avons voté qu'après tout, qu'au bout de 30 ans, un jeune de 20 ans qui a fait sauter, qui a tué des centaines de personnes peut retrouver la liberté, je ne suis pas certain que le Parlement de la République ait répondu à l'appel des Français. Il faut savoir comment la République veut se défendre. Elle veut se défendre par une loi forte, efficace, mais qui reste une loi juste. Très honnêtement, moi, c'est peut-être parce que j'ai eu des responsabilités qui m'ont été confiées sous une autre majorité et que j'ai essayé de tenir le mieux possible. Moi, je fais confiance aux magistrats français. J'ai confiance dans la magistrature française. Je les ai vus à l'œuvre. Je crois qu'il n'y a pas en Europe de magistrats plus sévères que les magistrats français. Je crois qu'il faut en avoir pleinement conscience. Les peines qui sont prononcées sont des peines qui sont celles que le Parlement a voulu qu'il prononce. Ce sont des républicains loyaux, mais j'ai entendu souvent d'autres choses. Et moi, je fais confiance aux magistrats qui vont devoir regarder la situation du condamné à perpétuité. Parce que le condamné à perpétuité, il reste condamné. Et simplement, à un moment, on regarde comment il a évolué. Si il y a eu chez lui une prise de conscience, ça s'appelle aussi la personnalisation des peines. Je rappelle à toutes et à tous que c'est un des principes fondamentaux que la Déclaration des droits de l'homme de 1789 garantit. Et que si on veut combattre le terrorisme, il faut le combattre avec les armes de la République et les armes de la démocratie, et jamais avec les armes des terroristes. Vous légiférez pas pour un instant, pour une génération. Et devant cette génération, qu'est-ce qui se passe? Chacun regarde devant lui, évidemment. Moi, je suis parlementaire, j'ai été parlementaire quelques années, de 2007 à il y a 2 mois. Je ne suis pas venu à l'Assemblée nationale avec uniquement des a priori.
J'ai été confronté, comme vous, à des situations. Il y a un mois, cette question a été posée à l'Assemblée nationale. Est-ce que, oui ou non, nous élargissons la période de sûreté? Spontanément, il y a 1 an, il y a 2 ans, je suis sûr que j'aurais répondu non. Pourquoi j'aurais répondu non? Parce que déjà, aujourd'hui, Monsieur le Ministre, la perpétuité existe dans nos établissements carcéraux. En février 1987, Monsieur Abdallah, Georges Ibrahim Abdallah, a été condamné pour terrorisme en février 1987. Pour la perpétuité. Il a demandé à 9 reprises la libération conditionnelle. À chaque fois, et à bon droit de mon point de vue, elle lui a été interdite. Il est toujours en prison. Février 87, 2016. La perpétuité réelle existe déjà. La question qui a été posée par votre collègue Guillaume Larrivé était de dire poussons-nous de 22 ans à 30 ans la période de sûreté dont chacun sait maintenant que c'est une période pendant laquelle on ne peut pas donner d'aménagement de peine. Le gouvernement a donné un avis favorable sur ces 30 ans. Pourquoi avons-nous donné 30 ans et pas 40 ans, 50 ans ou 60 ans? Pour un principe de cohérence dans notre droit. Parce qu'il existait déjà 2 cas dans lesquels les 30 ans étaient reconnus pour les actes de barbarie et de viol sur les mineurs et pour les personnes dépositaires d'une autorité publique, les policiers. Et donc nous n'avons pas voulu créer une distorsion par rapport au droit existant. Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'horreur, il y a des parallélismes des formes, Monsieur le Sénateur, des parallélismes des formes dans le droit. Et donc nous avons dit oui à 30 ans, et nous dirons non à 40 ans, et nous dirons non à 50 ans, et nous dirons non à 60 ans. Le résultat du scrutin numéro 190 sur le sous-amendement 258 rectifié, nombre de votants 341, nombre de suffrages exprimés 340, pour l'adoption 4, contre 336. Le Sénat n'a pas adopté. Nous demandons la suppression de cet article qui crée une nouvelle procédure de retenue permettant à la suite d'un contrôle d'identité de retenir une personne, et cela même si celle-ci a justifié son identité et si le contrôle ne fait pas apparaître incidemment une quelconque infraction. Il s'agit ici de ce qui a été appelé une garde à vue administrative dont sont exclus l'avocat et le médecin. L'idée serait, selon les défenseurs de ce dispositif, de laisser la possibilité et le temps d'interroger les services de renseignement. Cet article 18 illustre donc parfaitement le glissement inquiétant des mesures exceptionnelles dans notre droit commun, un durcissement de notre arsenal juridique et un déséquilibre entre autorité administrative et autorité judiciaire au mépris des exigences constitutionnelles et conventionnelles, du juste équilibre qui doit être préservé entre protection des droits et impératifs de sécurité public. À nos yeux, et comme l'a rappelé le syndicat des avocats de France, soit la personne est un suspect et dès lors elle doit être placée en garde à vue, soit elle ne l'est pas et dès lors il ne saurait être question de porter atteinte à sa liberté d'aller et venir. Cette mesure que nous proposons sur le plan législatif, elle n'est pas le résultat d'un caprice, elle est le résultat d'une réalité. Quelle est la réalité ? Nous nous trouvons sur un axe routier, nous procédons au contrôle d'un individu. Cet individu est muni de passeport belge. Il apparaît au regard des forces de sécurité que ces passeports peuvent être de faux documents. Et le nom sur lequel il se présente n'est pas assurément le nom qui est le sien. Est-ce que nous prenons le temps de procéder aux vérifications qui vont bien, en sollicitant les services concernés, et notamment les services étrangers, y compris les nôtres, pour savoir s'ils disposent d'informations concernant le nom de la personne en question et si nous disposons d'informations concernant son éventuelle implication dans des activités à caractère terroriste, ou est-ce que nous la laissons passer? Non, mais c'est ça le problème concret. Mais il faut être précis sur ces sujets, parce que aujourd'hui, en l'état actuel du droit, nous n'avons pas de dispositions qui nous permettent de procéder à une retenue pour vérification. Nous n'en avons pas. Donc nous instaurons un dispositif qui nous permet d'être conforme au droit lorsque nous procédons à cette retenue pour obtenir des vérifications. La question de fond qui se pose, c'est faut-il, oui ou non, procéder à ces vérifications? Nous pensons qu'il faut procéder à ces vérifications. En sa rédaction issue de la commission des lois, l'article 3 prévoit l'autorisation sous condition de la sonorisation, de la fixation d'images et de la captation de données en quête de flagrance ou préliminaire, ainsi que l'interception des mails déjà archivés. Nous ne souscrivons pas à la volonté d'accorder au parquet
en enquête préliminaire d'importants pouvoirs supplémentaires. Nous considérons de surcroît que cette technique est largement attentatoire au droit de protection des données personnelles. Nous avions d'ailleurs émis de nombreuses réserves quant à l'utilisation des IMSI catchers par les services de renseignement. C'est donc en cohérence que nous demandons la suppression de cette disposition. Cet article a été adopté par le Sénat le 2 février dernier. On ne va pas changer de position à un mois d'intervalle. Et je répète qu'il s'agit de rendre efficaces les procédures qui se font sous l'autorité du procureur, donc de l'autorité judiciaire. Et si, puisque c'est dans l'enquête préliminaire, c'est bien le procureur. C'est donc les magistrats qui conduisent et qui dirigent l'enquête. Très honnêtement, doter le parquet de moyens technologiques modernes d'aujourd'hui, qu'utilisent très largement les personnes qui se livrent à la criminalité organisée, me paraît la moindre des choses si on veut qu'il y ait l'égalité des armes entre la justice et les bandits travaillant ou les terroristes travaillant en bande organisée. Donc avis défavorable. Le gouvernement est hostile à la suppression de cet amendement qui concerne les outils que l'on appelle les keyloggers, ou en français dans le texte, les chevaux de Troie. Ce sont des techniques qui vont permettre au procureur de sauvegarder des preuves. Et elles nécessitent effectivement un certain nombre de garanties. Et dans le texte, il y a 3 garanties. Première garantie, le champ d'application. Il est limité au crime organisé, au terrorisme. Deuxième précision, un recours au juge, puisqu'il faut une autorisation du juge de la liberté et de la détention. Troisième garantie, une limitation dans le temps, puisqu'il faut simplement 1 mois renouvelable pendant la durée de l'enquête menée par le parquet. Donc avec ces garanties, dans l'intérêt de la sauvegarde des preuves, l'outil sera extrêmement efficace, donc hostilité à sa suppression. Bien, je vais donc mettre aux voix ces amendements qui ont reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. Il faut quand même se rendre compte que le type de technique utilisée, c'est la mise en place de dispositifs techniques ayant pour objet, sans le consentement bien évidemment, des intéressés, la captation, la fixation, la transmission, l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Alors je n'aurai pas la cruauté de rappeler à certains les dérives qui peuvent y avoir par rapport aux écoutes téléphoniques, mais à ceux qui ont des velléités de durcir, il faut se rendre compte que ça génère un certain nombre d'inconvénients en cascade et de manière indirecte. Donc ce n'est pas neutre, c'est efficace, mais jusqu'où doit-on étendre l'utilisation de ce type de mesures? Nous considérons que les définitions, ce qui entre dans toutes les incriminations du crime organisé, est extrêmement large. Et comme ça peut évidemment être utilisé en cascade, ça présente quand même un certain nombre d'inconvénients qu'il ne faudra pas ensuite critiquer quand un certain nombre d'affaires retomberont dans le domaine public. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, il s'agit, et nous en avons parlé tout à l'heure dans la discussion générale, de créer un délit de séjour intentionnel sur un théâtre étranger d'opérations terroristes. Ça n'est pas nouveau puisque c'est un dispositif que nous avons voté ici le 2 février lorsque nous avons eu à examiner une proposition de loi qui porte d'ailleurs des parrainages prestigieux puisqu'elle était parrainée à la fois par Michel Mercier, par le président Bas, par le président Zocchetto. Il s'agit simplement d'élargir le spectre judiciaire pour appréhender la totalité, c'est-à-dire toutes les personnes qui reviennent de la zone notamment irako-syrienne, soit qu'il soit nécessaire de démontrer une intention criminelle. Aujourd'hui, vous savez très bien que, en réalité, on essaie pendant 1 mois de retenir, dans le cadre d'une assignation à résidence administrative, ces individus qui sont souvent dangereux. Souvent aussi, on utilise une incrimination pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste.
Il s'agit alors d'apporter un certain nombre de preuves. Nous avons jugé que la création de ce nouveau délit est plus efficace, il est plus rapide, il est plus clair. Cet amendement pose concrètement plusieurs difficultés. Tout d'abord, une difficulté tirée de l'absence de nécessité de la mesure qui vous est proposée. En effet, en l'état actuel du droit, le fait de séjourner sur un théâtre d'opération terroriste constitue d'ores et déjà l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'entreprise individuelle terroriste instaurée par la loi du 13 novembre 2014 avec l'article 421-2-6 du Code pénal. En outre, la loi française trouve à s'appliquer à tout crime et délit qualifié d'acte de terrorisme commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français. Il s'agit de l'article 113-13 du Code pénal. Ainsi, les personnes qui séjournent sur un théâtre d'opération terroriste font d'ores et déjà l'objet, dès à présent, de poursuites judiciaires sur le fondement de l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, définie à l'article 421-2-1 du Code pénal, comme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un acte de terrorisme. Dès lors, l'amendement que vous proposez, Monsieur le Président, est beaucoup trop proche dans sa définition des délits d'entreprise individuelle terroriste et d'association malfaiteurs terroristes, tout en prévoyant d'ailleurs, ce qui est un paradoxe de votre amendement, une peine qui serait inférieure. Votre dispositif est moins ferme que celui que j'ai proposé dans la loi du 13 novembre 2014, moins ferme, avec des similitudes très fortes. Or, moi, je ne suis pas du tout de ceux qui veulent moins de fermeté à l'égard du terrorisme. Donc je ne peux pas, pour cette raison-là, accéder à votre amendement. Ce cheminement, je l'ai réalisé pour aboutir à la conclusion que vous connaissez. Votre rapporteur a fait de même en arrivant aux mêmes conclusions et j'espère que vous y conviendrez également et donc que vous retirez cet amendement. Je mets aux voix l'amendement 66 rectifié avec un avis favorable de la Commission et défavorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Alors que des centaines de milliers de salariés, de retraités, de jeunes, d'étudiants manifestent actuellement contre votre projet de casse du Code du travail, pourquoi persistez-vous dans cette impasse libérale? Ce projet va anéantir les protections collectives des salariés puisque désormais un Code du travail différent s'appliquera dans chaque entreprise. Il serait temps d'arrêter les cadeaux à M. Gattaz et d'entendre la souffrance des salariés. Votre projet, Madame la Ministre, doit être retiré. La jeunesse se mobilise, elle le fait et elle a bien lu et compris votre projet qui lui réserve un avenir de précarité. La jeunesse a soif de bonheur et de liberté. Votre projet de loi, c'est l'angoisse du lendemain et la soumission au patronat et aux actionnaires. La jeunesse, les salariés vous demandent ce retrait et c'est tout le sens de ma question, Madame la Ministre. Madame la Présidente, je vous répondrai d'abord parce que vous êtes présidente de groupe. Ça permet à la ministre du Travail de garder un peu de sa voix ces jours-ci. Et je veux saluer d'ailleurs son engagement courageux et avec panache pour porter cette loi. Et au fond, Madame la Présidente, ce texte de loi, mais nous y reviendrons peut-être un peu plus tard, démontre parfois la nature du débat politique et public, en étant bien sûr extrêmement respectueux des positions et des autres, comme vis-à-vis de ceux qui s'opposent, nous sommes dans une grande démocratie, à ce texte de loi et qui manifestent aujourd'hui. Mais cela démontre une approche particulièrement caricaturale, la vôtre, nous venons de l'entendre, à propos de ce texte, comme de ceux qui expliquent que ce texte ne servira à rien ou ne va pas assez loin. C'est à chaque fois les mêmes approches binaires. Ce texte de loi, la ministre le rappelle pratiquement tous les jours, permet d'abord, et là c'est, mais il faut l'assumer, et d'ailleurs je ne vous ai pas entendu là-dessus,
marque une différence profonde qu'on retrouve d'ailleurs dans différentes familles politiques, mais aussi parmi les partenaires sociaux, sur la nature du dialogue social. Oui, nous avons souhaité privilégier, comme d'ailleurs des organisations syndicales qui ne manifestent pas aujourd'hui, on appelle réformistes, nous avons souhaité que la négociation soit d'abord dans l'entreprise et bien sûr dans les branches, sans inversion des normes, mais avec la volonté de rapprocher cette discussion, cette négociation, pour que ça soit positif pour les entreprises comme pour les salariés au sein de l'entreprise. Le gouvernement a tranché en faveur de l'appel d'offres pour le renouvellement des trains intercités au lieu d'appliquer les contrats cadres existants. Cette décision génère les plus vives inquiétudes pour les salariés d'Alstom Transport, des sites d'Ornans, du Creusot, de Tarbes, de Villeurbanne, de Belfort et de Reichshoffen, et pour cause. Avec cette décision, vous dictez l'arrêt de la production sur ces sites en 2017 et vous mettez en péril les milliers d'emplois de salariés d'Alstom et de ses partenaires. Pour un gouvernement qui se dit soucieux de l'emploi, permettez-moi de vous dire que les bras m'en tombent. La meilleure façon de répondre au problème de compétitivité d'Alstom, c'est d'être compétitif et de conquérir de nouveaux marchés. Et c'est progressivement de ne plus être dépendant de la commande publique. C'est la première réponse. Et c'est celle qui, sur le long terme, tiendra. Parce que si Alstom a aujourd'hui un problème sur le court terme, c'est d'avoir été justement trop dépendant de la commande publique et d'avoir eu une commande publique surabondante pendant les années passées. Je crois que nous ne rendons service à personne si nous considérons que la seule réponse, c'est de maintenir un tel schéma. Pardon de vous le dire. Et donc, oui, la façon que nous avons de rassurer les salariés d'Alstom, je peux vous la dire, c'est en accélérant la modernisation de l'appareil productif. C'est le plan TGV du futur que nous portons dans la nouvelle France industrielle. Et nous avons, avec la SNCF et l'ADEME, accéléré l'appel d'offres et mis l'argent à disposition. C'est en conquérant de nouveaux marchés, qu'il s'agisse du Maghreb, des États-Unis ou ailleurs, où nous avons justement créé de nouveaux volumes d'ingénierie ou de production pour l'entreprise. C'est également en s'assurant de la santé financière de l'entreprise. Et nous avons veillé, dans le cadre de l'opération General Electric Alstom, à ce que le désendettement d'Alstom, justement pour permettre de nouveaux investissements et de nouveaux projets, soit permis. C'est ça la réalité de la compétitivité d'Alstom et ce que nous lui devons. Le Sénat est plutôt inquiet de la situation que nous percevons de la SNCF. Les inquiétudes, je les rappelle brièvement, elles reposent sur une dette qui continue à augmenter. Elle a augmenté de 3 milliards en 2015 et nous sommes maintenant autour de 50 milliards. On nous dit que la stabilisation devrait être atteinte autour de 60 milliards à horizon 2020-2025. Nous sommes inquiets également des dépréciations d'actifs qui ont été annoncées il y a maintenant quelques semaines et que nous avons appris par la presse, même lorsqu'on est membre du Conseil de surveillance, Monsieur le Président. Nous sommes donc plus que jamais attachés au respect de la règle d'or que nous avons adoptée au Parlement. Je rappelle que la règle d'or, c'est un ratio qui fixe le maximum d'endettement possible pour la SNCF, un ratio qui est calculé sur la dette par rapport à la marge opérationnelle. La loi Macron l'a fixé à 18 et nous n'avons pas la certitude, pour être modéré dans mes propos, que cette règle d'or sera respectée. Nous l'avons vu notamment avec les débats autour du financement de la ligne Charles de Gaulle Express. Inquiétude également sur l'état du réseau. L'accident de Brétigny a marqué les esprits et, vous le savez, a donné lieu à des accusations extrêmement graves. Et au moment où je vais quitter mes fonctions, je dois dire que mon successeur, à qui je souhaite d'ores et déjà rendre hommage, va avoir tout sauf un travail facile. SNCF Réseau est propriétaire juridique du réseau ferré national. En réalité, il est le dépositaire d'un patrimoine national. Et il faut dépasser le juridique. Et ce patrimoine national est aujourd'hui en danger. Je ne parle pas des LGV, je ne parle pas des réouvertures de lignes, je parle de la partie la plus circulée de notre réseau, à peu près 20 à 25 000 km de nos 30 000 km de lignes, qui, pendant 35 ans, 30 ans, n'ont pas bénéficié des investissements de renouvellement requis.
c'est toujours facile de reporter des investissements de renouvellement. On n'est jamais à un an près. Hein. On n'est jamais à un an près. Et je crois pouvoir dire que le fait qu'en 1980, on ait décidé assez brutalement de réduire massivement les dépenses sur le réseau existant était probablement justifié à l'époque. Ça l'était en 1980, en 1983, en 1985, peut-être encore en 1990. Ça pouvait l'être pendant 5 ou 10 ans, mais pendant 30 ans, ça ne l'était pas. Or, une infrastructure ferroviaire est une infrastructure qui n'est pas strictement arithmétique et logique. À partir d'un certain âge et un certain état des équipements, la prévisibilité de ce que vont devenir ces équipements et de la façon dont ils vont réagir, cette prévisibilité décroît. La science de l'ingénieur, auquel j'ai grand plaisir à rendre hommage, moi qui ne suis pas ingénieur, la science de l'ingénieur n'est pas illimitée. Quand nous arrivons à un âge moyen de nos voies aujourd'hui en France, qui est de 33 ans, le double de ce qu'il est en Allemagne, nous sommes en risque. Et donc, le premier message, si vous m'autorisez, Monsieur le Président, à le passer ici devant le Sénat, et je suis vraiment heureux de le faire, il ne peut y avoir qu'une seule priorité. Il ne peut y avoir qu'une seule priorité, préserver un immense patrimoine national. Il y a eu tout un débat sur les 9 milliards et quelques de dépréciation comptable. Ce débat, pour moi, n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce patrimoine national, pour moi, il vaut 1000 milliards. Il n'en vaut pas 10 ou 40. Si nous devions aujourd'hui reconstruire le réseau ferré national, ça coûterait probablement pas loin de 1000 milliards. C'est ça la vraie valeur de ce patrimoine. Les recettes baissent, les charges augmentent, non pas parce que la productivité dérape, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes bien au-delà des objectifs sur lesquels nous étions engagés en 2014, mais si les charges augmentent, c'est que le renouvellement du réseau, c'est évidemment des dépenses, la remise à niveau du réseau, sa modernisation aussi, ce sont des dépenses très importantes. Et c'est ça qui crée l'impasse financière, c'est des recettes qui au mieux stagnent et plus vraisemblablement vont baisser. Ça va dépendre de l'ARAFER, qui détient en réalité un pouvoir de décision et pas un pouvoir d'avis. J'y reviendrai si vous m'interrogez, en matière tarifaire, j'entends. Et de l'autre côté, des dépenses qui ne peuvent qu'augmenter compte tenu de la masse considérable de travaux qu'il y a lieu de mener. C'est ça les deux sujets. Et je vous remercie. Je partage tout à fait ce que vous avez dit, notamment sur la situation du réseau. C'est vrai qu'il faut qu'on soit tous bien conscients que c'est une priorité absolue. Quand vous citiez la moyenne d'âge du réseau, comme toute moyenne, ça n'est qu'un chiffre médian, et on sait très bien qu'il y a des parties du réseau qui sont pas loin de 100 ans, et donc quand on arrive à des durées de vie aussi grandes, il y a forcément des situations qui peuvent être pour le moins préoccupantes. Nous avons, l'année dernière, en 2015, réalisé dans le groupe public ferroviaire 653 millions d'euros d'économies. C'est au-delà de l'objectif qu'on avait pour l'année dernière, qui était de 500. Et l'année qui vient, c'est-à-dire 2016, notre année, notre objectif est porté de 650 à 750. Donc oui, on est capable de faire du chemin de fer en dépensant moins, sans détériorer la qualité. Ayant dit ça, au fond, ce que nous visons, et pour reprendre le propos de Jacques Rapoport, c'est qu'il faut que le modèle ferroviaire dans notre pays atteigne, grâce à la SNCF, le petit équilibre, c'est-à-dire que nous soyons capables d'équilibrer nos charges et nos dépenses, et qu'ayant atteint le petit équilibre, on puisse ouvrir la page du désendettement. C'est comme ça que la réforme était conçue. Il y a d'ailleurs un rapport qui doit être déposé par le gouvernement l'été prochain, c'est une disposition de la loi, qui proposera des solutions de désendettement. C'est comme ça que la loi est faite. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon week-end sur Public Sénat et à lundi, 16h30 pour une nouvelle édition.